Bienvenue dans Détour d'été, un podcast en 5 épisodes de Peuple et Culture, soutenu dans le cadre de l'été culturel 2023 par le ministère de la Culture. Cet été, des artistes, parfois complices depuis longtemps, nous ont rejoints pour proposer des stages, des ateliers, balades comptées et autres joyeuseries qui intègrent pleinement nos partenaires du champ social et solitaire. Au fil de l'été, nous avons fait des tours et des détours sur le territoire pour rencontrer ces artistes, les interroger sur leur démarche artistique, leur vision des droits culturels, leur engagement personnel. Autant de visions singulières qui incitent à penser la culture au pluriel. Pour ce nouvel épisode, nous rencontrons Elizabeth Towns. Elizabeth fait de la photographie sténopée et anime des ateliers avec l'association Oscura. N'hésitez pas, en parallèle ou avant l'écoute, à rechercher des images de photographie sténopée si vous ne connaissez pas cette technique. Nous avons également mis un lien vers le site d'Oscura dans la description de l'épisode. Pour cet été culturel, Elizabeth s'associe avec Peuple et Culture et la boutique d'écriture pour faire de la photographie sténopée avec des jeunes pendant une semaine à cause de la selle dans l'Hérault. Le stage mêlait photographie et écriture. Nous l'avons rencontrée à Montpellier, tout juste après le stage, accompagnée du chant des cigales et des bruits de la ville. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Comment allez-vous ? Plutôt bien, fatiguée mais contente. Ok, super. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu en tant qu'artiste ? Où est-ce que vous habitez ? Ok, alors j'habite Marseille. Me présenter en tant qu'artiste, ça m'a toujours posé problème, pardon de commencer par ça. Parce que, je me sens pas à l'aise quand on me désigne de cette façon-là. J'ai l'impression de me retrouver enfermée dans une espèce de représentation qui me sert un peu aux coutures. Ce qui me gêne, moi, c'est tout ce qu'on met dans ce terme d'artiste. Et tout ce à quoi, j'imagine, et peut-être à tort, il faudra vérifier, ce à quoi l'artiste finit par s'identifier. C'est-à-dire les attentes qu'on a de lui, les fantasmes qu'on projette sur lui, quelque part l'instrumentalisation dont il peut aussi faire l'objet. Mais pour situer un petit peu, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est votre médium de prédilection Alors moi je travaille beaucoup et même essentiellement avec un outil photographique qu'on appelle le sténopé. Donc c'est une petite boîte percée d'un trou, boîte à l'intérieur de laquelle vous mettez du papier photosensible qui donc va réagir à la lumière au moment où vous dégagez le scotch qui obture le petit trou qui sert d'objectif. Okay. Donc c'est un appareil, c'est même pas un appareil, moi j'appelle ça un outil parce qu'il n'y a aucun mécanisme. Voilà, ça c'est le premier aspect de cette pratique. Le deuxième aspect qui compte aussi beaucoup, c'est la partie développement et tirage, c'est-à-dire tout ce qui se fait dans le noir. Donc vous travaillez avec l'association Oscura qui s'inscrit dans une démarche un peu au carrefour entre l'éducatif, le culturel, l'artistique, le social. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la démarche de cette association et de la place que vous y occupez ? Alors, la démarche de l'association, en réalité, elle a évolué. Elle a évolué avec l'apparition du numérique. Je m'explique. L'association a commencé en fait à proposer des ateliers sténopés dans le cadre du patrimoine. À savoir que l'outil sténopé était un médium, un moyen de faire en sorte que les publics jeunes des banlieues, disons un peu chaudes, rencontrent le patrimoine. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à l'évolution de cette démarche, c'est que pendant très 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 longtemps, donc, Oscura proposait des ateliers, effectivement, à des publics en situation difficile qui n'avaient pas forcément les moyens d'acheter un appareil photo, de faire de faire développer les pellicules dans les
dans les ateliers des photographes. Et c'est donc le sténopé, tel que je viens de vous le décrire, qui était fabriqué au départ avec les participants, avec les publics qui s'inscrivaient sur ces ateliers, et qui permettait donc de parcourir toutes les étapes photographiques de la fabrication de la boîte jusqu'à l'exposition. Avec l'apparition du numérique, en fait, il s'est passé un truc, et je pense que ça a eu un impact dans d'autres domaines, c'est que la photographie est devenue beaucoup plus accessible, beaucoup plus, praticable par le tout à chacun. Ce qui veut dire que l'outil sténopé destiné au public en situation difficile a dû s'adapter aussi. C'est-à-dire que il y a autre chose que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est qu'aussi avec l'apparition de l'outil numérique, il y a une dimension qui a changé, c'est la perception du temps. C'est-à-dire que le plus important, il me semble, parce que je pratique peu, moi, la photo numérique, tout est accessible immédiatement. Je parle là dans un contexte, c'est pareil, d'atelier, avec des personnes qui ne sont pas professionnelles de la photographie, mais qui pratiquent la photographie de façon quasiment quotidienne. Voilà. Donc, ce qui a changé avec l'apparition du numérique, c'est que finalement, les personnes qui ont manifesté encore un intérêt pour cet outil sténopé, c'est des personnes qui avaient besoin ou envie de renouer avec une certaine lenteur, avec des outils, j'aurais envie de dire, traditionnels, et des personnes qui avaient aussi envie de comprendre comment se faisait la photographie, et pas uniquement la photographie en tant que telle, mais ce qui la précède, et toutes ces conditions de réalisation. Ouais, quoi. De fabrication. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez appelé le stage que vous avez réalisé là, pause longue, c'est pour insister sur cet aspect du temps. Complètement. C'était aussi important et ça a été une expérience édifiante. C'est quasiment la première fois que je me retrouve comme ça, en immersion, avec des jeunes pendant une semaine où je les vois vivre du matin au soir et même la nuit. Ça m'était jamais arrivé, en tout cas depuis très longtemps. Et là, une fois de plus, j'ai pu voir à la fois l'appréhension qu'ils pouvaient avoir de la notion de durée. Par exemple, au moment des pauses, pour eux, quand le pose-mètre indiquait une minute, ça leur paraissait l'éternité. Ouais. Une minute de temps de pause, c'était presque devenu abstrait. En fait, c'est pas que c'était devenu abstrait, c'est que ça n'avait pas de sens. Et le fait de pratiquer avec eux le sténopé, peut-être que je me trompe, parce qu'on n'a pas encore eu le temps vraiment de faire un très gros retour d'expérience là-dessus avec ces jeunes, mais j'ai l'impression que, ils sont parvenus à s'installer justement dans la pause longue et à prendre le temps du point de vue de sa durée et non pas de son immédiateté. À savoir qu'ils se sont pliés au jeu du temps long. Vous êtes le sujet d'une image, vous êtes obligé de vous installer, de vous asseoir dans le temps, parce que sinon l'image ne marche pas. Donc il y a tout une approche qui consiste à détendre ce que j'appelle aussi l'acteur de l'image, à savoir la personne qui va poser, parce que je travaille beaucoup en binôme et en collectif. Par exemple, pendant ce stage, quasiment aucun jeune ne s'est retrouvé seul. Parce que moi j'aime bien les échanges, la complémentarité, le fait qu'on soit deux pour faire une image, les approches
différentes que les deux protagonistes peuvent avoir sur une même thématique qui est proposée par exemple ou une même consigne en début de séance. Est-ce que je réponds à la question là? Oui, bien sûr. C'est peut-être moi qui n'est pas précisé pour l'auditeur. Là, est-ce que vous pouvez reparler un peu plus précisément de ce stage, des circonstances Là, c'était un stage qui était proposé pendant l'été culturel. Oui. Un stage d'une semaine, c'est ça, il me semble semble on est parti, oui, on est arrivé le lundi et on est parti hier. Ok. Avec des jeunes qui venaient d'où, du coup? Alors, la plupart des jeunes venaient de Montpellier et avaient pris contact avec la boutique d'écriture pour s'inscrire à cette initiation au Sténopé. Voilà. Sachant que... Et il semble qu'il y avait aussi des ateliers d'écriture, non, dans ce stage? Je me trompe? Vous vous trompez absolument pas. Il y avait des ateliers d'écriture. Pourquoi est-ce que j'ai négligé les ateliers d'écriture bizarrement alors que j'y ai assisté? Parce que la boutique d'écriture travaille beaucoup sur les mots notamment. Oui. Mais fait aussi des partenariats avec des personnes qui travaillent sur l'image. Quel lien vous faites entre les mots et les images En fait, avec la boutique d'écriture, pour répondre peut-être, historiquement, au moment de la rencontre, je crois qu'on s'est rencontrés sur les rencontres de la photographie africaine à Bamako, où la boutique d'écriture était présente. Nous, on y présentait des images qui avaient été réalisées avec et par les jeunes, des jeunes. Alors maintenant, c'est pareil, c'est un terme extrêmement connoté, mais des jeunes talibans, c'est-à-dire des jeunes qui avaient été confiés par leurs parents à des maîtres coraniques et qui toute la journée assistaient faisaient leur classe à l'école coranique, mais voilà, qui se retrouvaient quand même dans la rue à mendier. Et on les détournait un petit peu de leurs occupations de rue et on les invitait à venir se détendre un peu, à prendre un peu de plaisir et de repos pendant les ateliers qu'on avait mis en place dans un local prêté par le ministère de la Culture malien. Okay. L'exposition présentait à la fois des contes qui avaient été inventés et écrits par des jeunes et des images. Et je pense que c'est ça qui avait peut-être attiré l'attention de la boutique d'écriture au moment des rencontres de la photographie africaine. Le sténopé, c'est une technique qui est appropriable assez facilement finalement, puisqu'on peut soi-même créer son boîtier, chacun peut y amener une part de son identité. C'est pas une technique qui est très compliquée à s'approprier. Qu'est-ce que ça crée comme dynamique dans le stage ou même dans les rapports que vous pouvez entretenir dans les différents ateliers, en termes de posture des jeunes par exemple? Alors l'intérêt du sténopé, comme vous le dites, c'est une technique effectivement facilement appropriable, mais que très peu de monde finalement connaît. Tout le monde en a entendu parler. Les plus catégoriques, là je parle des adultes, diront oui, je sais ce que c'est, mais en fait quand on commence de rentrer dans le détail et dans la précision, on se rend compte que leur savoir entre guillemets du sténopé est somme toute assez restreint. Et l'intérêt, j'adore ça, c'est quand les jeunes avec lesquels on travaille ou les enfants se font tout à coup presque les initiateurs de cette pratique auprès des adultes. C'est-à-dire qu'on inverse les rôles et les apprentissages se font dans l'autre sens, à savoir les enfants, les jeunes qui apportent du savoir et du savoir-faire aux adultes. Et c'est pour ça que moi j'adore aussi les ateliers intergénérationnels où on mélange les générations pendant les séances d'ateliers, parce que là il y a des savoirs qui circulent et qui s'échangent à
des tas d'échelles différentes, quoi. Des personnes plus âgés, donc des adultes qui peuvent, comment dire, souvent ça les ramène à des, comment dire, des découvertes du sténopé qu'ils ont pu faire à l'école, par exemple, ce que les jeunes actuellement ne font plus. Et ça fait, comment dire, des terrains d'entente, des terrains d'échange que moi je trouve extrêmement fertiles. Parce que, et puis ça, j'aurais presque envie de dire que ça rapproche les générations, quoi. Quand vous transmettez le sténopé, est-ce que vous avez une posture plutôt de laisser faire? Est-ce que vous guidez un petit peu? Non, moi, au début, enfin non, je sais plus ce que je faisais au début. Je n'ai pas de mémoire. Mais disons que j'arrive avec des priorités, qui sont des priorités techniques, facilement, comment dire, mémorisables, et qui sont aussi des exigences j'allais dire de qualité. C'est-à-dire que c'est peut-être ce qui fait aussi la différence quand je réexamine un petit peu enfin, mon évolution, entre guillemets. C'est que quand j'ai commencé la pratique du sténopé, je crois que j'accès, même si on était à ce carrefour que vous avez formulé au début de l'entretien, à savoir le culturel, le social, l'artistique, et il y a une quatrième dimension que j'ai oubliée, l'éducatif. Voilà. Je me rends compte qu'actuellement, peut-être que la dimension sociale, je la prends moins en considération. La dimension sociale, c'était la mise à disposition d'un outil photographique auprès de personnes qui n'avaient pas les moyens. C'est plus le cas. Tout le monde, je veux dire, tout le monde a un téléphone. Voilà, toujours personnellement, hein, parce que dans Oscura, on a des postures différentes par rapport à ces différents termes. Chacun, comment dire, n'entend pas et ne conçoit pas ces différents termes de la même façon. Et l'artistique, pourquoi l'artistique? Parce que je veux dire, c'est un peu vulgaire ce que je vais dire, hein, mais pour moi, le fait de faire 100 photos dans la journée, l'artistique, je ne sais pas où est-ce qu'on le situe. J'ai besoin, en tout cas quand je suis sur un atelier participatif comme ça, comment dire, de renouer avec l'aspect esthétique de la photographie. Ce qui va aussi forcément déterminer les orientations des séances. Quand vous dites esthétique, ça veut dire que votre objectif, c'est de faire des belles images. C'est de travailler la composition, c'est de travailler la mise en scène, c'est comment dire, d'impliquer le sujet. Quand par exemple, c'est une personne qui se propose pour faire un portrait, c'est de l'impliquer dans la prise de vue. C'est comment dire, de ne pas le considérer comme un simple sujet, mais de faire en sorte qu'il devienne aussi acteur de la photographie. Photographie dans le sens là, épreuve ou prise de vue. Comment vous articulez justement les différents acteurs de la photographie? Qui fait la photographie et quelle relation se noue entre chacun? Alors, qui fait la photographie, ça, en général, ce sont, vu qu'on, par exemple, sur l'atelier de la cause de la selle, là, à la Grange, je demande simplement aux jeunes qui veut être sur la photographie et qui veut faire la photographie. Au départ, c'est pas toujours très clair. Peut-être c'est une question de formulation. Et donc là déjà, on a deux rôles bien distincts qui sont assignés. Et qui veut faire la photographie? C'est le jeune qui accepte d'être sur la photographie. Et qui veut faire la photographie, c'est, je pense, le jeune qui se sent peut-être le plus apte ou le plus sécure dans la mise en œuvre des consignes et des priorités qui ont été énoncées avant la prise de vue. Voilà. Et de toute façon, après, le lendemain,
on inverse les rôles. Et celui qui était sur la photographie, autrement dit, qui était acteur de l'épreuve photographique, de la prise de vue, change de posture et devient, entre guillemets, le technicien, c'est-à-dire celui qui va mettre en place la boîte, qui va déterminer le cadrage, qui va déterminer le temps de pause et qui va choisir un environnement qui aura été, approché et abordé à travers des thématiques qu'on renouvelle chaque jour. Quoi. Enfin, quand je dis qu'on, c'est que je renouvelle chaque jour. Ouais. Voilà. Et qui sont travaillés en lien étroit avec l'atelier d'écriture. Les deux ateliers-là, se nourrissent l'un l'autre, ne serait-ce qu'à travers le terme d'écriture, puisque, pardon, c'est un peu formel, mais au départ, la définition de la photographie, c'est écrire avec la lumière. Ah oui. Et écrire avec la lumière, ça veut dire, qu'on va avoir comme composant et comme matière agissante principale de l'atelier, la lumière. Que ce soit la lumière du jour ou la lumière presque celle du laboratoire, la lumière inactinique qui permet elle seule de travailler l'épreuve noir et blanc et sa chimie. Et vous parlez beaucoup du fait que le sténopé c'est une pratique participative, donc que la photographie elle n'est pas réalisée par un seul auteur ou une seule autrice. Oui. Parce qu'il y a aussi plusieurs étapes dans la photographie, pas seulement la prise de vue. Et j'avais vu que vous aviez utilisé l'expression de signature collective. Exact. Qu'est-ce que ça change que l'auteur ne soit pas célébré pour lui-même? Grande question. Signature collective, ça peut renvoyer à photographie anonyme. Photographie anonyme, c'est une photographie qu'on découvre, qui n'a pas de signature, qu'on trouve jolie et qu'on peut par exemple décider d'exposer dans le cadre d'un travail sur la mémoire d'un village. Photographie signature collective, c'est qu'on a un processus, un modus operandi qui, par exemple, se rattache à un groupe de personnes. Ça peut être une association, ça peut être une manière de procéder au moment des séances d'atelier. Et c'est la manière dont ça se passe où en fait une personne prend la lumière, une autre place la boîte, une autre se charge de bien détendre le sujet qui va être sur la photo, une autre qui va poser pour la photo. Et en fait, cette histoire de signature collective, ça renvoie notamment à un contexte de mise en œuvre où il y a une telle intensité pendant les ateliers qu'on ne sait plus qui a fait quoi. Moi, généralement, au bout d'un certain temps, je laisse partir les jeunes, que ce soit des adultes, les personnes, que ce soit des jeunes ou des adultes sur le terrain. Ils reviennent avec leur boîte, ils me racontent ce qu'ils ont fait, on développe, et dans le déroulé des séances, je perds la mémoire de qui a fait quoi. En fait, j'allais vous dire, c'est presque une perte de mémoire, dans le sens où ce qui est le plus important, c'est finalement que l'image est réussie, qu'il y ait eu plusieurs personnes qui aient contribué à sa réussite, et personne ne revendique cette photo. La photo, elle s'impose en tant que telle. Vous voyez ? Et cette photo, elle existe de par l'implication d'un groupe de personnes qui s'est concerté pour la réaliser, et ce, du point de vue de l'atelier. Maintenant, quand vous l'exposez, cette photo, et on en a fait l'expérience précisément sur les rencontres de la photographie africaine, c'est qu'il y avait les professionnels du marché de l'art qui étaient là, qui faisaient leurs courses, j'aurais envie de dire, qui se sont arrêtés sur notre exposition
et qui demandaient qui était l'auteur de ces photos. Et quand on leur disait que on savait pas trop, il y avait tous les jeunes là, super contents d'être présents, mais qu'eux-mêmes ne savaient plus qui avait fait quoi, et que ça nous suffisait de savoir que l'image était présente, et que toutes les personnes qui avaient contribué, je me répète un peu, à sa réussite étaient présentes. Le fait de désigner un groupe de personnes en disant ben voilà, c'est toutes ces personnes-là qui ont, réalisé cette photographie, la photographie perdait de l'intérêt auprès de ces professionnels de l'art. Sur un tout autre sujet, mais qui est forcément lié, sur le site d'Oscura, on peut lire « Les projets évoluent en fonction de l'observation du territoire exploré et des rencontres faites tout au long du parcours ». Est-ce que vous avez pu remarquer par exemple que les territoires étaient toujours un peu à l'image des habitants ? Le territoire à l'image des habitants, ça dépend. Dans la restitution, oui, forcément, c'est vu que ce sont les habitants qui vont faire les photos, l'image qui sera donnée, du territoire sera le point de vue de l'habitant sur... Ah oui, parce qu'à chaque fois, vous donnez en fait la main, à chaque fois que vous allez dans un territoire, vous donnez la main aux habitants de ce territoire. Oui, dans le sens où nous, on ne le connaît pas, ce territoire. On a une approche, superficielle, probablement spontanée, visuelle, purement visuelle. Le territoire, il est chargé d'histoire, histoire au pluriel, avec, des espèces de comment appeler ça, des lieux intimes, et ce vécu spécifique, nous, on ne le connaît pas. On peut en garder la trace, par exemple, à travers des recueils de témoignages, des mots comme ça qu'on va saisir au passage et qui vont donner davantage de profondeur au lieu dans lequel on va se trouver. Mais quand on débarque quelque part, on ne le connaît pas. Et les habitants, dans des situations telles que celle-là, nous servent de guide. Merci beaucoup, Elisabeth. Est-ce que vous voulez donner le mot de la fin ? Oui, j'espère avoir, pas avoir trop dit de conneries. Je pense que j'aimerais peut-être qu'on revienne sur le lien entre l'atelier d'écriture et l'atelier photo tel qu'il s'est passé là sur la cause de la selle. Parce que c'est vrai que sur d'autres projets ou d'autres ateliers, on travaille essentiellement la photographie. Personnellement, moi, j'ai été rarement en interaction avec d'autres ateliers. Et j'aimerais parler de la manière dont là, je laisserai parler Norbert, en tout cas pour l'atelier d'écriture, mais ce que l'atelier d'écriture a apporté à l'atelier photographie. C'est une espèce d'imprégnation où certains mots clés circulaient d'un atelier à un autre et se sont influencés et se sont incarnés à travers des gestes, à travers des regards, et que je ne sais pas si tout cet invisible-là est perceptible sur les photos qui ont été faites après l'atelier d'écriture. Mais en tout cas, moi, je reste persuadée qu'il y a toute, une espèce de tissu invisible qui s'est créé à partir de cet échange écriture et écriture avec la lumière et écriture avec je ne sais pas s'ils ont utilisé crayon de papier et stylo bille, mais qui forcément
ont eu un impact sur après la manière d'appréhender l'environnement dans lequel on se trouvait et les photographies qui ont été faites dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Une fois l'entretien terminé et accompagnée d'une cigale insistante, Elisabeth a voulu préciser comment le sténopé l'avait réconciliée avec la prise de vue après ses débuts de tireuse photographique. C'est qu'en fait, au départ, pendant 7 ans, j'ai été tireuse en laboratoire professionnel. Tireuse de photographies d'artistes ou de photographes professionnels. Et il se fait que j'étais liée à une personne qui a monté l'association Oscura avec donc la photographie sténopée. Et après avoir découvert et pratiqué la photographie donc dans le noir, c'est-à-dire côté tirage, et en ayant été en contact avec les photographes qui venaient apporter leur pellicule pour qu'on en fasse des tirages, j'avais un regard très critique sur leur manière de photographier et de considérer leur sujet photographique. Et quand je parle de sujet photographique, c'est les personnes qu'ils prenaient en photo. Je trouvais qu'il y avait une indiscrétion et une forme de manque de respect de l'individu, dans leur positionnement par rapport à ces personnes qu'ils prenaient en photo. Je détestais ça. Et le sténopé, l'avantage que ça a, c'est que vous êtes obligé de rentrer en contact, de rencontrer la personne que vous allez prendre en photo. Vous ne pouvez pas en faire d'économie. Vous êtes obligé de l'impliquer et de la, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais de l'aborder en tant que personne à part entière et pas uniquement en tant qu'objet photographique. Et pour moi, ça m'a réconciliée avec la prise de vue. Enfin, quand j'ai réconcilié, c'est que ça m'a permis, d'avoir une posture que j'estimais juste, dans le sens de justesse, dans le rapport à l'autre. C'est une philosophie de la photographie, une philosophie de vie, une philosophie de la rencontre. Merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode de Détour d'été, un podcast produit par Peuple et Culture et réalisé par Laura Safier et Marianne Mabi. Tous les épisodes de la série sont à retrouver sur SoundCloud et Spotify. À bientôt!